Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Tremblay, je suis directeur technique du pôle de compétitivité de la filière nucléaire française, civile, Nucléaire Vallée. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde autour des promesses des SMR. Voilà, devant un très beau panel d'intervenants, donc je vais m'attacher à présenter. Renaud Crassou, qui est donc directeur du projet Neward et qui est agent EDF. Bonjour. Massimo Marino, directeur général de Nucléo France. Bonjour. On peut passer un peu les micros. Voilà. Jean-Luc Alexandre, président et fondateur de Narea. Bonjour. Antoine Guyot, président et fondateur de Jimmy Energy. Bonjour. Et Laurent, directeur des opérations de Métroscope. C'est ça, bonjour tout le monde. Voilà, alors on va s'attacher un petit peu à balayer tout un large spectre de sujets autour des SMR. Les SMR, c'est Small Modular Reactor, on parle plutôt de petite puissance, il faudra peut-être qualifier un petit peu ce que c'est. Moi, dans ma tête, j'ai quelque chose en 200 de 400 MW. Alors, peut-être vous pourrez préciser. Il y a quelque chose, quand même, je pense une question que tout le monde se pose. Ici, en France, on a 19 sites de production nucléaire. On a 56 réacteurs en fonctionnement. Flamanville 3 en cours de construction. Des projets de grosse puissance à l'export. Nous, notre parc, c'est entre 900 et 1450 MW. Les EPR vont encore au-delà. On a une des grilles, un des réseaux de distribution les plus performantes au monde, fiables. Donc, la stratégie de la France, c'est clairement la grosse puissance. Donc, du coup, Neward, Renaud, c'est une question vers toi. Qu'est-ce que vient faire Neward là-dedans et qu'est-ce que c'est ? Merci de la question, parce qu'effectivement, c'est une des questions qui nous est le plus souvent posée, du côté d'EDF en tout cas. Je crois qu'il y a trois parties de réponse. La première, c'est en fait qu'il y a des besoins qui s'expriment, qui sont assez significatifs. Deux réacteurs nucléaires assez vite sur le marché, puisque ces besoins sont là, ils existent, qui soient capables de produire de l'électricité sur une gamme de 200 à 500 MW. Ces besoins, ils sont très concrets, ce n'est pas un marché fantasmé, ce sont des industriels polonais, roumains, bulgares, des ports français ou européens qui viennent nous voir pour dire, moi demain, est-ce que ce serait possible d'avoir 300 ou 400 MW d'électricité décarbonée sur mon site pour m'alimenter, ou d'électricité et de chaleur décarbonée avec certaines caractéristiques de chaleur qui sont ceux de la Gen 3. Donc ces besoins, ils s'expriment, il y a déjà des gens qui sont intéressés. Et ces besoins, ils sont énormes. Nous, un de nos premiers objectifs avec notre centrale de 340 MW, c'est d'aller apporter un levier pour remplacer les tranches charbon. Et quand on regarde rien que les pays qui ont fait le choix du nucléaire dans la durée, c'est-à-dire qui sont soit nucléaires et qui veulent le rester, soit qui sont sur le chemin pour y arriver, là, sur la roadmap de l'AIEA, on a plus de 3000 tranches charbon à remplacer. Ces centrales charbon, si on veut être sérieux sur le climat et sur la neutralité carbone, sur le 1,5 ou 2 degrés, il faut les remplacer avant 2050. Alors on peut supposer qu'il y en a une partie qui sera équipée de capture et séquestration du carbone, même si c'est très hypothétique. On peut être sûr qu'il y en a une grande partie qui va être remplacée par des renouvelables, avec du stockage très certainement, s'il y a beaucoup d'intermittences. Une partie qui sera remplacée par de la grande puissance, dans des pays comme la Chine, la Russie. Et puis, même s'il reste que quelques centaines de tranches charbon à remplacer par des SMR, ça fait quand même un marché extrêmement profond. Ça, c'est le premier besoin. Et le deuxième besoin, c'est ce besoin qui s'exprime à travers des industriels, à travers des ports, à travers différents types de nouveaux clients du nucléaire. C'est le besoin de croissance de l'électricité décarbonée pour remplacer les fossiles et pour accompagner la décarbonation. Donc, la première raison pour laquelle EDF, avec ses partenaires, a décidé vraiment en 2019 de passer en phase industrielle sur Neward et de créer Neward, c'est ces besoins qui s'expriment très fort. La deuxième raison, c'est du business, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui s'ouvre, c'est un marché qui est pile dans la raison d'être d'EDF de fournir des options d'énergie décarbonée. Donc, en tant qu'industriel du nucléaire, développeur, ingénierie, exploitant, architecte ensemblier, avec tous nos partenaires de la filière française, on avait bien sûr très envie d'aller sur les SMR. Et très envie, quelque part, de combler notre délai de démarrage, puisque par rapport à d'autres pays qui ont démarré, comme les États-Unis, la Chine, qui ont démarré plutôt en disant les SMR, c'est notre nouvelle stratégie du nucléaire. Nous, en France, on a d'abord effectivement été très concernés par la grande puissance, par le fait de remettre en route et de regagner en compétences sur la grande puissance.
Donc voilà, les besoins, le climat n'attend pas, c'est du business. Et puis la troisième raison, je l'ai dit en creux, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'entre EDF, Technicatom, Naval Group, Framatome, le CEA, Tractebel qui nous rejoint dans le projet, ce sont des compétences extrêmement fortes qui nous donnent vraiment une capacité, on a presque une responsabilité en fait, à utiliser ces compétences pour mettre sur le marché des produits complémentaires à ceux de la grande puissance. Et je finirai par dire que il est tentant pour certains de dire « Oh là là, la grande puissance, on n'y arrive pas, le petit modulaire, ça sera mieux ». Je crois que c'est une erreur de penser ça. D'abord parce que après 20 ans d'opposition des énergies entre elles, je pense que maintenant on a tous compris que c'était complètement has-been d'opposer les énergies et qu'on n'arriverait pas à résoudre le changement climatique si on commençait à faire des omertas sur l'une, sur l'autre, sur un certain type de réacteur ou sur un autre. Ensuite, on a la Chine et la Russie qui nous montrent dans les grandes largeurs que maîtriser la grande puissance, c'est possible. Pour faire ça, il faut avoir des séries, il faut avoir de la visibilité, il faut que les industriels puissent investir, entretenir leurs compétences. Et donc ce qu'on fait depuis 10 ans, ce qu'on fait avec le plan Excel, ce qu'on fait avec la série de PR2, demain, c'est vraiment pour se hisser au même niveau sur la grande puissance. Et donc la petite puissance ou la moyenne puissance de 100-400 MW sont vraiment là pour compléter et avoir une offre de gamme pour les différents besoins qui peuvent s'exprimer sur les marchés. Et je finirai en disant que avec Neward, on invente aussi une façon un petit peu différente de faire du nucléaire parce qu'on cherche à avoir une bonne alliance entre un mode start-up, une structure très agile, et en même temps s'adosser aux filières des grands acteurs nucléaires et de toute la filière qui nous font aller beaucoup plus vite que si on devait démarrer from scratch. Et donc c'est possible de faire des startups dans le nucléaire, c'est possible de faire des structures agiles, y compris au voisinage immédiat des grands acteurs qui sont connus plutôt pour leur vision du temps long, leur parc installé, etc. Et d'ailleurs, je vais tendre la perche à notre collègue de Metroscope parce que c'est un bon exemple, je pense, d'une start-up et d'une spin-off d'EDF qui a montré qu'on savait faire des véhicules très agiles. Ouais, super, merci Renaud pour la transition. Effectivement, nous, Metroscope, on vient du groupe EDF, puisqu'on est né à mi-chemin entre la R&D et les centrales nucléaires du parc français. Et tu parlais de méthode agile. Effectivement, nous c'est peut-être un peu plus facile pour nous de l'appliquer puisque naturellement on est dans le milieu de l'édition logicielle et Metroscope est un éditeur logiciel. Donc les méthodes agiles, ça fait partie de notre ADN. Et peut-être quelques mots avant de refaire le lien avec les SMR. Quelques mots sur Metroscope. Du coup, Metroscope, comme je le disais, on est une boîte d'édition logicielle. Notre logiciel, c'est un logiciel de surveillance et de diagnostic automatique des procédés industriels. Notre premier client et la base sur laquelle on s'est développé, c'est le parc nucléaire en exploitation. Notre techno, elle repose sur deux briques technologiques, les jumeaux numériques qui permettent de savoir ce qui devrait se passer plutôt partout à chaque instant sur le process de nos clients. Partant de là, on arrive à avoir des écarts entre ce qui devrait se passer et ce qui se passe réellement remonté par les capteurs branchés au soft. Et derrière, on a une deuxième brique techno qui est notre algo, l'intelligence artificielle, vous l'appelez comme vous voulez, qui avec une librairie de défaillance, permet de faire automatiquement une analyse de tous ces écarts qu'on a partout, à chaque instant dans le process. Et de cette analyse, il ressort un diagnostic automatique. Donc l'exploitant sait à chaque instant automatiquement que il y a la vanne machin qui fuit à gauche, qu'il y a l'échangeur truc qui est encrassé à droite avec telle intensité, etc. Et donc il peut prioriser ses actes de maintenance, etc. Je parle d'exploitation. Donc effectivement, nous, Metroscope, on est dédié à l'exploitation. Le lien avec les SMR, les nouveaux projets, c'est qu'en fait, ce positionnement, on a une position vis-à-vis du parc en exploitation qui est hyper intéressante puisqu'elle nous permet d'avoir une vision globale sur tout ce qui se passe sur le parc et ainsi de collecter énormément d'informations qui va ensuite venir alimenter les projets en phase de conception comme Neward. Et donc on a déjà entamé quelques discussions il y a quelques temps. Je pense que ça va aller en s'intensifiant. Mais il y a d'autres projets sur lesquels on est positionné. Par exemple, on a un partenariat. Il y a un an, là, on a attaqué un projet avec le département of Energy aux États-Unis sur des générateurs sur des réacteurs de génération 4. Donc voilà, ça montre comment tout ça pour dire que oui,
le modèle startup, ça marche. En 4 ans, on a réussi à se déployer sur l'ensemble du parc nucléaire en exploitation. C'est pas rien, 56 tranches. Et de ça, on va pouvoir reboucler avec les nouveaux projets et faire profiter l'ensemble du groupe et l'ensemble de la filière de toute cette expérience et de ces nouvelles technos qu'on a développées. Super, merci. C'est rafraîchissant de voir que l'image très industrie du temps long du nucléaire est battue en brèche. Donc ça fait du bien à voir. Et je pense que voilà, il y a plein d'autres briques technologiques, tout corps d'état technique, telles que celles que propose Metroscope, qui vont pouvoir être embarquées sur toutes ces belles initiatives SMR. Alors, en parlant de nouveaux projets en cours de conception, et alors là, on prend vraiment le contre-pied de la gamme de puissance. Je voulais donner la parole à Antoine pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Jimmy Energy, de quoi il s'agit, et comment est-ce que ça se positionne dans le paysage, etc. Alors, merci Guillaume. Donc, en contre-pied, mais quand même avec la même volonté de changer ou de remplacer les énergies fossiles, comme le présentait Renaud pour New World. Simplement, voilà, nous, on est beaucoup plus petits et on part de ce constat, c'est que donc, en termes d'énergie, il n'y a pas forcément que l'électricité. Généralement, on associe le nucléaire à l'électricité, mais quand on revient à la physique, on se rend compte qu'on consomme généralement 2 énergies, l'électricité et la chaleur, et que la fission, c'est avant tout la chaleur. Et donc c'est de ça dont on est parti. Et quand on regarde aujourd'hui les besoins d'énergie, ce qui est un peu le sujet de ce salon, on se rend compte que pas mal d'endroits, les transports, les résidentiels et l'industrie consomment énormément de chaleur. Et en particulier, les industriels ont besoin aujourd'hui de changer leur source de chaleur. C'était le cas avant ce qui se passe en Ukraine, c'était le cas avant l'augmentation forte du prix du gaz en septembre dernier. Pourquoi ? Parce que vous avez des tensions de toute façon sous-jacentes qui sont d'une part la demande croissante mondiale qui veut de plus en plus de chaleur, d'autre part une offre des hydrocarbures qui commence à être compliquée, et tout ça ponctué par une pression écologique qui vient à la fois du régulateur qui taxe et du client qui, lui, veut un comportement de plus en plus vertueux. Et donc face à ce constat-là, qui n'est pas un petit constat, qui est vraiment à la base de notre économie industrielle, et ça depuis depuis le 19e siècle, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème, en particulier puisqu'il n'y avait pas d'alternative, on va dire, globale. Quand vous regardez les usual suspects de l'énergie pour remplacer la chaleur, que ce soit l'électricité propre, qui coûte 3 fois plus cher généralement que le gaz, l'hydrogène propre minoré par le prix de l'électricité et le carbone capture, vous vous retrouvez avec des situations qui sont fondamentalement, par leur physique, toujours plus chères que l'utilisation directe du gaz. Il y a aussi souvent la biomasse qu'on regarde, mais quand on parle à nos industriels clients, parce que j'en parlerai juste après, mais on a un premier site, une quinzaine de clients derrière qui attendent notre solution. Eux, quand on leur parle de la biomasse, ils disent que s'ils veulent utiliser la biomasse pour leur situation, ils vont devoir déforester la moitié de leur région. Donc ça, c'est vraiment le point. Donc, un problème, la chaleur, qui généralement est décorrélée du nucléaire. Pas de solution évidente, des solutions partielles. Et nous, face à ça, on s'est rendu compte que la fission, avant tout, ça faisait de la chaleur. Quand vous regardez une centrale nucléaire, c'est d'abord je fais de la fission avec de la chaleur, j'en fais de la vapeur, ça fait tourner une turbine et j'en fais de l'électricité. Et donc si on enlève tout ce qu'il y a après le réacteur, on reste sur la chaleur. Et donc c'est ce qu'on fait nous, chez Jimmy. Donc on fait un réacteur, ou plutôt un générateur thermique, qu'on dit simple, sûr et rentable. Donc de 10 MW thermiques, pour vous donner les ordres de grandeur, New World, c'était 340 MW électriques, donc si je fais x3, ça doit être à peu près 900 MW thermiques. Donc on est 90 fois moins puissant que New World. On réalise une situation de fission, et donc quand on dit on est simple, sûr et rentable, c'est que face à une urgence écologique, notre objectif c'est surtout d'être simple. Donc repartir de ce qu'on sait faire et de ce qui est déjà qualifié. On a la chance, on est en France, où il y a justement un tissu industriel sur lequel on peut s'appuyer. Sûr, c'est puisqu'on change de technologie, je pense que la discussion technique n'est pas intéressante forcément là, mais on pourra en parler un peu plus si vous avez des questions. Et surtout rentable, c'est que notre but est surtout avant tout d'aller chercher un nouveau business, et c'est ce qu'on fait chez nous. Et donc, quand on parle de business, il y a évidemment plusieurs choses. D'une part, quelles sont la temporalité. Deuxièmement, comment on y arrive d'un point de vue investissement. Donc, nous, on est entre guillemets dans le concret. Ça veut dire que quand vous faites un projet nucléaire, vous avez 3 problèmes. Qui l'utilise ? Quelle est la réglementation ? Les phases réglementaires et l'industrialisation. Qui l'utilise ? Donc, je vous ai dit, on a un premier client qui est un site de l'agroalimentaire, qui est pour l'instant confidentiel. Ensuite, quelle est la réglementation ? Nous, on a déposé la première phase de réglementation à l'ASN, qu'on appelle les options de sûreté. C'est intéressant, on commence à montrer et à emporter avec nous les autorités pour proposer une nouvelle utilisation du nucléaire.
Et enfin, en termes industriels, on en profite en particulier du plan France 2030 d'Emmanuel Macron pour pouvoir générer un nouvel élan vers un nouveau marché. Et tout ça, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle du nucléaire, c'est que c'est intéressant de le faire financer par des acteurs qui ne sont plus forcément l'État, mais aussi des gens qui apportent à la fois le capital, donc l'argent, et les compétences. Nous, c'est ce qu'on fait. En particulier, on a ramené autour de nous des personnes des énergies renouvelables qui ont très bien compris que le nucléaire était justement la solution pour la chaleur industrielle. Et voilà, ça, ils apportent avec eux tout un lot de compétences et de savoir-faire, en particulier également sur l'acceptabilité sociale dont on pourra peut-être parler. Merci, super clair. Donc on comprend bien qu'il y a un vrai changement de paradigme. Là, on rentre par un business plan privé avec, on peut parler de prévente quasiment. Oui. Et donc on voit que aussi ce type d'initiative, pour qu'elle soit au rendez-vous du climat en 2030, il faut qu'elle soit accélérée. Et on voit bien que cette accélération, elle ne peut être organisée que par un apport capitalistique privé venant du client. Donc il faut rentrer avec un business model. Et je crois qu'il y a une initiative là qui pourrait un peu marteler ce sujet. Massimo, par rapport à Nucléo, comment ça se passe? Merci Guillaume. Effectivement, je veux dire que l'arrivée des réacteurs de 4e génération, mais surtout pour les réacteurs de dimension réduite, même en termes physiques, mais aussi en termes d'efforts, ouvre la porte dans le nucléaire aux investissements privés. Nucléo, c'est une histoire qui a commencé dans les années 90 au CERN, donc ça repose sur de la recherche nucléaire qui date de dizaines d'années, et sur le savoir-faire technologique et scientifique français dans le nucléaire, de Phénix et Superphénix. Nous on dit dans notre organisme, surtout la partie scientifique et technologique, on repose sur plus de 350 années d'expérience cumulée de nos ingénieurs et scientifiques, justement sur la filière nucléaire. Et Nucléo, il est né en présentant aux investisseurs privés des projets déjà en phase avancée, des réacteurs refroidis au plomb de petite dimension. On parle dans nos solutions de 1 mètre cube par mégawatt créé. Donc on est 4-5 fois plus petit que, disons, la conception standard d'un réacteur nucléaire d'aujourd'hui, surtout de 3e génération. Et le message, il était si concret, si convaincant, aussi du point de vue des temps de réalisation si petits, que ça ouvre la porte aux investisseurs privés. Donc Nucléo, il a été incorporé en 2021 avec un afflux de 100 millions d'euros que d'investisseurs privés. Le 21 mars, on a eu notre première assemblée générale où on a assuré 300 millions d'euros de fonds supplémentaires. Et tout cela pour réaliser un projet, un parcours technologique et scientifique qui repose, comme je dis au début, sur cette vision de la possibilité d'avoir un nucléaire qui est sûr, mais aussi qui répond à un besoin qui c'est aujourd'hui encore plus important, que c'est l'élimination des déchets nucléaires. Donc transformer le concept de nucléaire égale des déchets qu'on sait quoi faire, qui sont très toxiques, polluants, et qui donnent ces problèmes énormes pendant des milliers d'années aux générations futures. Nous, on propose des solutions avec des configurations qu'on appelle un burner, c'est-à-dire des brûleurs de ces déchets qui, donc, au lieu d'être des choses qu'on ne sait pas faire pour les traiter, et on doit dépenser énormément d'argent. On parle des milliards d'euros que pour stocker le plutonium ou les éléments transuraniques. Dans nos réacteurs, il devient du combustible. Donc, notre configuration arrive à brûler tout et donc éliminer tous les dépôts de déchets au point tel qu'on n'aurait même plus besoin d'extraire, par exemple, de l'uranium des mines, et donc éliminer aussi cette partie qui a un impact géologique et écologique important, et donc on contribuait à la décarbonation de l'énergie
mais aussi à l'élimination des déchets, et en plus s'ouvrir, à cause de la taille et des temps très très courts de réalisation et des coûts qui sont beaucoup plus réduits, à de opportunités de business pour apporter l'énergie où aujourd'hui il est quasiment impossible de l'apporter. Donc de situations géographiquement défavorisées où des longues networks de grids pour transporter l'énergie, c'est économiquement impossible ou même physiquement impossible. Ce sont des petits réacteurs transportables qu'on peut mettre même sur un camion et les porter où il y a un besoin d'énergie. Et on parle donc même dans la même ligne de GMI de cogénération. Donc on peut parler de petits réacteurs. Nous, on a des modèles de design de réacteurs de 30 MW et de 200 voire 300 MW, mais donc contribuer par exemple à la stabilisation du grid énergétique, donc éviter les fluctuations, contribuer aussi à réduire l'impact et la dépendance énergétique d'autres acteurs dans le monde pour faire en sorte que la fluctuation des prix soit contenue. Faire en sorte que des communautés dont l'accès à l'énergie c'est impossible puissent l'avoir. Et l'ultime goal pour le nucléo, ça couvre un peu la boucle de la réalisation scientifique, c'est de passer à une situation complètement sûre du point de vue de la production d'énergie nucléaire, avec le concept de systèmes qui sont drivés par un accélérateur des particules. Ça, c'était la vision originelle dans les années 90 au CERN, c'est-à-dire d'avoir un réacteur nucléaire qui est sous-critique, c'est-à-dire, on peut dire en termes, il est froid, il ne peut pas déclencher lui seul une réaction de fission, donc il est absolument sûr du point de vue des catastrophes nucléaires, et qui rentre en fonction que s'il est perturbé par un accélérateur de particules. L'accélérateur de particules, on l'allume et on arrête l'activité très très facilement, et la réaction de fission, la cascade de désintégration du nucléo s'arrête en termes de microsecondes, donc instantanément, un réacteur ne peut absolument créer des situations catastrophiques comme s'est produit dans le passé. Ces mêmes situations catastrophiques, aujourd'hui, l'évolution technologique dans l'industrie nucléaire est telle que certains de ces aspects terribles du nucléaire sont aujourd'hui quasiment impossibles à réaliser. Il y a toute une série de systèmes de sécurité, des sûretés qui sont évolués d'une façon énorme, que peut-être le grand public n'est pas tout à fait à connaissance. Mais puis l'autre aspect qui est très très important, surtout dans la solution de 4e génération qu'on a choisie, ce sont des réacteurs qui sont refroidis à plomb liquide. Et la structure, le dessin même du réacteur est en sorte que si le réacteur sort, pour n'importe quelle raison, de l'enveloppe d'opération normale, contrôlée, tous les systèmes d'une façon passive, nous on parle donc de sécurité par la physique plutôt que par l'ingénierie, on ne fait rien du tout, le réacteur, il commence à refroidir, et au pire, il devient un bloc de plomb qui englobe dans un sarcophage tout. Donc au pire, on a perdu un réacteur, mais on n'a pas des situations dramatiques comme dans les gros systèmes du style Fukushima, du style Hiroshima. Donc le calot porteur devient la protection en cas d'accident ultime, c'est assez élégant. Si on veut, oui, parce qu'en fait, on pourrait même penser qu'une fois qu'un réacteur il est devenu un bloc de plomb, il pourrait être en principe même utilisé en ingénierie civile, parce que c'est absolument sûr, tous les problèmes de radiation sont contenus dans les blocs de ciment. Donc, c'est un autre problème de stockage qui n'implique pas une pollution grave de l'environnement. Et justement, en termes de fermeture du cycle combustible, auquel s'attaque clairement Nucléo, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'écouter Jean-Luc et l'initiative NAREA. Donc, peut-être quelque chose à dire autour de la fermeture du cycle du combustible et plus. Absolument, merci Guillaume. Alors NAREA, c'est un projet qui finalement prend en raison d'être le fait d'essayer de réconcilier l'activité humaine avec la durabilité de la planète. Alors si on part de ça,
c'est très vaste, mais vous allez voir que finalement, on descend très concrètement, rapidement. On est pris, notre point de départ et nos objectifs, finalement, notre roadmap, c'est les objectifs de développement durable qui ont été signés à Paris lors de la COP21 en 2015. Et on s'est aperçu que pour y arriver, et probablement la seule manière d'y arriver à ces objectifs d'ici 2030, voire 2050, c'est d'avoir une source d'énergie, parce que l'énergie sous-tend tout le reste. Tout revient à l'énergie, il faut s'en convaincre assez vite. À partir du moment où on est capable de définir une source d'énergie qui soit décentralisée, c'est-à-dire de s'affranchir des réseaux de distribution. Pourquoi? Parce qu'un réseau de distribution, on ne peut pas le construire à l'infini. Deuxièmement, ça coûte très cher. Ça a aussi une fiabilité qui n'est pas à 100% en permanence. Mais ça ne permet pas d'aller partout, un réseau d'énergie. Donc, il faut être le plus proche du consommateur. Donc, voilà pourquoi on a choisi d'être sur une toute petite source. Et nous, on a choisi quelques dizaines de mégawatts. Donc, vous voyez qu'on est à peu près tous homogènes. Alors les quelques dizaines de mégawatts, pour vous donner un ordre d'idée, ça permet d'alimenter n'importe quelle usine sur Terre, n'importe quel procédé industriel avec quelques dizaines de mégawatts. Et nous, on a choisi de se mettre un point médian à 40 mégawatts. Vous alimentez n'importe quel processus industriel. Vous êtes capable de propulser n'importe quel navire le plus chargé possible sur les océans. Et dans l'absolu, vous êtes capable de propulser le plus gros des avions que vous avez aujourd'hui sur Terre. Donc vous voyez 40-50 mégawatts, on va dire quelques dizaines de mégawatts, c'est finalement quelque chose qui permet de s'affranchir des réseaux d'énergie, qui permet d'aller directement sur du B2B, c'est-à-dire sur des applications industrielles. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que quand vous prenez finalement l'activité humaine aujourd'hui, vous apercevez qu'on a deux urgences. Vous avez une urgence climatique, je pense qu'on en est tous convaincus aujourd'hui, il est non plus urgent, mais impératif de décarboner. Ça, c'est la première chose. Donc il faut trouver des sources qui soient vraiment décarbonées. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une urgence et une impasse énergétique. On ne parle pas que de souveraineté énergétique, là. Souveraineté, c'est de garantir qu'en tout temps, en toute activité, regardez l'activité de ces quelques mois, on soit capable de fournir l'énergie nécessaire. Mais c'est pire que ça, c'est que d'ici 2050, nous, nos prévisions montrent qu'on va avoir une multiplication de la demande électrique mondiale x 4. Vu d'aujourd'hui, avec les concepts actuels, c'est impossible à faire. Il faut s'en convaincre. Même si vous multipliez par 10 les parcs éoliens et solaires, même si vous multipliez aussi les technologies actuelles, c'est-à-dire des centrales au charbon, des centrales au gaz, des centrales nucléaires, avec les technologies actuelles, compte tenu de la cinétique de construction, nous ne pouvons pas. Donc il va falloir trouver une techno qui permet d'être sur le marché, non plus en 15 ans, 20 ans, ce qui est un délai normal, on va dire, pour un procédé industriel, hein, sur une grosse installation, mais de quelques années. Donc il faut être très disruptif là-dessus, et sur la techno qu'on va choisir, il faut être capable de fabriquer en un temps record. Dernière chose, on revient encore sur les objectifs de développement durable, il faut arrêter d'extraire les ressources naturelles. Il faut stopper cela. Et la seule manière de stopper, c'est de transformer nos déchets actuels, quels qu'ils soient, nos déchets industriels, en énergie. On peut le faire. Ce que l'on appelle malheureusement déchets nucléaires, c'est un faux nom. C'est-à-dire qu'on se trompe quand on dit ça. Nos matières radioactives usagées qui sortent de nos réacteurs, elles ont encore en fait une densité énergétique phénoménale. Sauf que dans la technologie actuelle, génération 2, génération 3, on ne peut pas les utiliser à l'infini. Et bien la génération 4 du nucléaire permet de faire ça. C'est ça son avantage. En plus, elle a un niveau de sûreté, on va voir, on a un niveau de sûreté qui est disruptif, qui permet de s'affranchir de plein de choses. Mais c'est bien ça le raisonnement de Naria. Donc nous avons choisi, nous, parmi la génération 4, parce que dans la génération 4, vous avez 6 technologies officiellement. Nous, on a choisi la 6e, qui est les réacteurs à sel fondu. Alors pourquoi réacteurs à sel fondu? Parce que c'est finalement quelque chose qui a été inventé au siècle dernier. Donc on ne va pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qu'il va falloir transposer parce que nous sommes dans une période nouvelle et on va essayer de faire du neutron rapide. Pourquoi du neutron rapide? Justement pour pouvoir brûler ces actinides mineurs, ces actinides, c'est-à-dire ce que l'on appelle méchamment aujourd'hui des déchets qui n'en sont pas, en tout cas pour un procédé industriel, et d'aller pouvoir véritablement brûler tout ça pour ne plus avoir d'éléments de forte radioactivité à longue vie. Et c'est ça qui est capital. Parce que ce qu'on essaye d'enfouir dans le sol pendant des centaines de milliers d'années, ce sont ces éléments, au lieu d'essayer de les enfouir, nous on propose tout simplement de les brûler parce qu'en fait c'est de l'énergie, donc autant utiliser ce qu'on a. Et bien ça permettrait d'avoir un déploiement extrêmement rapide et qui permettrait de servir l'humanité. Je ne parle pas de la France. Notre feuille de route, ce n'est pas la demande française. Bien sûr qu'on va choisir la demande française. Bien sûr qu'on va travailler prioritairement sur la souveraineté énergétique européenne. On en a besoin plus que jamais. Mais grâce à ces technos que vous avez là, on va être capable enfin de pouvoir décarboner la planète. Et peut-être qu'on ne va pas y arriver en 10 ans, c'est très clair. La décarbonation, il faudra peut-être un siècle pour arriver à quelque chose. Peut-être. Et même si c'est un siècle et demi, et même si c'est 150 ans ou 200 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'humanité ? On aura réussi à corriger ce que l'humanité a provoqué avec sa révolution industrielle.
parce que nous sommes responsables finalement de nos actes. Donc nous, on a développé cette chose-là. Pour aller très vite, on a voulu s'adosser sur l'écosystème français, parce que l'écosystème nucléaire français, c'est un des meilleurs au monde. Donc on a toutes les ressources à disposition et on a essayé de fédérer le plus possible les acteurs, tous les acteurs de la filière nucléaire française, pour aller vite, là encore, parce qu'évidemment, vous allez me dire, il y en a peut-être en Europe. Oui, il y en a d'autres en Europe, mais on a voulu faire d'abord simple. On est en France, on va faire un projet français et on est capable d'y arriver. Nous ne pouvons pas laisser aux étrangers, c'est-à-dire aux Américains et aux Chinois, pour ne pas les nommer aujourd'hui, la seule paternité de ces réacteurs. Ces gens travaillent sur ces réacteurs, nous ne sommes pas les seuls. Donc nous sommes capables aujourd'hui de fédérer ce projet et d'aller extrêmement vite, et avec une dernière composante qui est fondamentale dans tous ces projets, c'est le financement privé. Le financement privé, c'est celui qui vous permet de décoller, c'est celui qui vous permet d'aller vite, parce que pour aller vite, il faut payer des heures. Pour payer des heures, c'est du cash, et il faut avoir du cash. Même si on peut avoir des fonds publics, c'est très bien, mais les fonds publics, vous savez tout ce que c'est, ça met du temps à venir. Et puis je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que la puissance publique qui financerait ça. Nous, on est pour un PPP, un partenariat public-privé, qui soit majoritairement dans le privé, de manière à ce que d'abord on ait, comme le disait très très bien Antoine tout à l'heure, un client. Un vrai client, c'est quelqu'un qui a un besoin à servir. Alors, il vous met de l'argent sur la table, mais il veut que vous respectiez les délais. Donc respecter les délais, c'est capital. Donc derrière, il faut savoir avoir de l'argent pour mettre les ressources, faire les bons choix, les bons arbitrages. On n'a pas 10 ans, 20 ans, 30 ans pour décider. Il y a des décisions qu'il faut qu'on prenne instantanément. Ça, on sait le faire dans l'industrie classique, sur des méthodes agiles. Effectivement, on utilise tous les nouvelles méthodes qui ne sont plus les méthodes qu'on utilisait avant. On vient tous, moi j'ai 30 ans d'industrie française derrière moi. Oui, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a changé tout. Est-ce qu'on est plus bête que les autres? Non. Je peux vous garantir qu'en France, on est capable de sortir ce projet. On est capable de sortir collectivement ces projets parce que nous avons in fine un marché qui est colossal et que même nous tous, on fournira peut-être que 5% de la demande mondiale. Si on est bon, on fournira peut-être 5%. Alors, je pense qu'on se rend bien compte là qu'on a tout ce qu'il faut en France pour représenter le panel des initiatives mondiales finalement. Tant sur la gamme de puissance, 340 MW, 10 MW, que sur les technos, génération 3+, génération 4 haute température, génération 4 rapide, sel fondu. Donc on voit bien qu'on a toutes les armes sur le territoire là pour s'adresser aux enjeux. Il y a quand même un petit sujet, c'est qu'il faut qu'on soit accompagné par l'opinion publique pour le faire. Pour les réaliser, tous ces beaux projets, toutes ces belles initiatives. Alors est-ce que l'un d'entre vous voudrait dire un mot de quand même le sujet majeur, le frein majeur peut-être au développement du nucléaire, ou en tout cas du nouveau nucléaire, c'est l'acceptabilité sociale? Alors, moi je peux en parler un peu parce qu'on commence à toucher ces sujets-là justement puisque on veut mettre en place un système nucléaire sur un site industriel qui n'est pas un des 19 sites dont on parlait tout à l'heure, donc ce serait assez nouveau. Donc, quand on a passé toutes les barrières techniques, il reste cette question de va-t-on avoir des gens qui sont contre? Et on se rend compte quand même généralement que le véritable problème sous-jacent, c'est que les gens ne savent pas ce qu'on fait. Simplement, quand vous regardez un cursus scolaire classique, le nucléaire apparaît sur un chapitre de Terminal S. Moi, en école d'ingénieur, je ne l'ai vu qu'à la fin parce que je l'ai choisi, mais c'était caché au fin fond du cours de sciences. Et donc, vous vous retrouvez avec finalement des personnes dont la seule source d'information sur le nucléaire, c'est le cinéma. Et généralement, le cours d'histoire qui a dit qu'il y a eu 2 bombes à la fin des années, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, donc cette peur, elle existe. Mais la solution, elle peut être assez simple, c'est de comprendre et d'expliquer aux gens comment ça fonctionne simplement, puisque tout ça n'est surtout au niveau de l'émotion. Et quand on parle de toutes nos technologies, généralement, on voit que la sûreté, qui peut être quand même un point, puisqu'on parle de la dose de risque admissible, la sûreté qu'on a tous ici est tellement forte qu'on peut justement là partir sur une co-construction avec les gens autour. Et donc si je finis, typiquement, donc là on est sur un site industriel. Quand on parle de l'acceptabilité sur un site industriel, on voit même très bien la limite entre les personnes qui travaillent sur le site et les personnes qui travaillent à l'extérieur du site. Les personnes qui travaillent à l'intérieur du site gèrent du risque tous les jours et comprennent bien, limite, ils s'en fichent de ce qu'on fait, puisque les risques qu'ils gèrent sont bien plus dangereux lorsque vous utilisez des systèmes vapeur pour être un peu général.
Et alors qu'à l'extérieur, justement, là, vous avez un vrai besoin de faire comprendre ce que vous faites et d'amener les gens avec vous. Mais encore une fois, pour conclure, c'est vraiment, je pense, en partant de la sûreté qu'on a, quelque chose qui peut être résolu de manière douce et constructive. Je peux ajouter un point, c'est qu'effectivement, on a peur de ce qu'on n'est pas. Si on ne connaît pas quelque chose, la nature humaine, c'est de se mettre en situation de défense, situation d'abord, je pense à ma santé, à ma sécurité, ma famille et le reste, je ne veux rien savoir de ce qui se passe. Mais au moment où on rentre dans les sujets, là, par exemple, tous les gens qui travaillent déjà dans la filière nucléaire, ils ont vu une progression du niveau de sécurité, de sûreté des installations qui, maintenant aussi avec le réacteur de 4e génération, ça nous met dans une situation que moi, personnellement, lorsque j'ai vu pour la première fois les dessins complets, la description de nos réacteurs, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un pas gigantesque du point de vue de c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de génération d'énergie du nucléo des atomes, qui est soutenable, qui est sûr, qui permet aussi de ne pas polluer, même au contraire d'éliminer la pollution des déchets nucléaires. Encore une fois, je répète que le collègue ici, ce ne sont pas des déchets, c'est de l'énergie quasiment infinie. On a l'énergie pour tout le monde à nos dispositions, enfouie sur Terre. On peut les éliminer et brûler et générer de l'énergie pour des applications industrielles qui ont une limite seulement par l'imagination humaine. Comme je disais justement, 10 mégawatts, il faut tourner n'importe quoi, n'importe quel projet industriel. Et en plus, il faudrait peut-être penser à niveau européen de montrer, de parler, de faire passer le message de pourquoi aujourd'hui c'est nucléaire de 4e génération, c'est quelque chose vraiment qui tourne la page par rapport à ce que a généré la peur, la méfiance et le rejet que normalement le public a lorsqu'il entend le mot nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, c'est concrétisable, c'est faisable. Les gens, ils comprennent. Lorsqu'on parle, on discute avec les gens, ils voient qu'il y a autre chose. C'est autre chose. Ok, donc pour dépasser les effets de la pop culture, il faut mieux informer, mieux éduquer et peut-être se réinventer aussi dans nos manières de communiquer. Il y a peut-être aussi un sujet là-dessus. L'attractivité sociale, moi j'ai l'impression que ça passe aussi par vous voir tous ici. On pourrait dire, voilà, c'est des initiatives concurrentes, mais finalement, on sent bien que c'est la complémentarité des initiatives nucléaires. C'est aussi la complémentarité du nucléaire. Peut-être qu'il faut expliquer par rapport aux autres énergies, arrêter d'adosser toutes ces énergies entre elles. Donc, je pense que c'est tout ça. Et du coup, cette complémentarité d'initiatives, bon, voilà, moi, venant aussi du monde industriel, je me dis qu'il y a peut-être un sujet de réglementation, de standardisation. Small modular reactor, il y a quand même un bout de modular là-dedans. Il y a des enjeux industriels. Au-delà des enjeux technologiques ou scientifiques qu'il faut adresser. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre un peu la parole sur l'importance de la standardisation, de la réglementation en France, à l'Europe, au niveau mondial ? Je vais donner un petit exemple, et puis je parle rapidement le mot aux autres. Chez Nucléo, donc, on est en train de suivre les schémas d'une licensing, donc une acceptation de sûreté nucléaire en France et en Angleterre. Les projets sont les mêmes, les technologies sont les mêmes, les dossiers qu'on doit produire sont différents. Et cela implique normalement, ça dans tous les projets nucléaires, même un tiers au plus de délais supplémentaires à la réalisation d'un réacteur nucléaire. Concernant les investissements privés, nous, on prévoit de mettre le premier réacteur attaché au grid, donc produire de l'énergie, vers 7-8 ans. Mais dans ces 7-8 ans, il y a 2-3 ans de licensing. Donc on attend qu'on ait le feu vert. Et on doit répéter cela pour l'Angleterre d'une façon différente si on veut pas
pensée d'une marché européenne, c'est presque unique dans l'industrie, dans tous les processus industriels, de devoir répéter pour la même technologie, pour la même solution, des processus de licensing, d'autorisation, pays par pays, même lorsqu'on est en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait complètement bypasser et trouver une solution autre pour permettre aussi aux acteurs dans le nucléaire de pouvoir partager ces connaissances, partager les solutions et faire en sorte que ces évolutions soit la plus rapide possible, parce qu'elle a une contribution décarbonisante et maximiser le bénéfice collectif. Et pour l'écologie collective. Renaud, sur ce sujet oui, alors c'est un très bon exemple qu'on peut reprendre à notre compte et qu'on connaît bien, parce que pour un réacteur qui est pour le coup beaucoup plus compliqué qu'est l'EPR, quand il a fallu en faire un à HPC, on a compris toute la difficulté de refaire un dossier de licensing. Et c'est pas seulement le dossier de licensing, ça rétroagit sur le design, c'est-à-dire que parfois il faut changer le contrôle-commande, il faut doubler la ventile. Enfin, il y a du travail de redesign après. C'est pas juste le temps d'acceptation supplémentaire qui est nécessaire. Donc effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que pour réussir les promesses des SMR, et on voit avec le panel qu'il y a là qu'elles sont nombreuses en fait, et elles sont très attirantes. On a vraiment deux domaines différents de défis ou de challenges devant nous. Il y en a un premier qui est le travail de chacune de nos équipes, le travail des développeurs en fait, d'arriver à faire un nouveau concept, à le développer, à en prouver la sûreté, à faire le dispositif de sûreté passive, à faire du modulaire, à changer vraiment le logiciel de construction de nos réacteurs, parce qu'ils vont être construits beaucoup plus en usine et beaucoup moins sur site. Donc c'est quelque chose de nouveau pour la filière nucléaire, que d'autres industries ont par contre beaucoup développé avant nous. Ça, c'est notre job. Bon. Et puis après, il y a un autre, et là-dessus, on va dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de compétition qu'avant dans le nucléaire. Et en fait, ça c'est bien, parce que c'est plus d'émulation, c'est plus de traction par le marché, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour notre industrie. Et la deuxième catégorie, c'est effectivement un domaine dans lequel il faut travailler un peu d'harmonisation dans les référentiels de sûreté. Les grandes organisations type AIEA, WENRA, etc., ils travaillent déjà depuis quelques années, mais il faut bien avouer que ça reste un peu stratosphérique, très principes généraux, et que quand on descend dans la tringlerie de comment ça se passe vraiment, c'est très difficile de progresser. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas imaginer qu'il y aura un seul cadre de sûreté, un seul cadre de réglementation incendie, un seul cadre de réglementation contrôle-commande dans tous les pays, voire même que plusieurs pays européens vont adopter les mêmes réglementations. Mais en revanche, on a besoin d'harmonisation et d'équivalence. On a besoin que plusieurs autorités de sûreté se mettent ensemble autour d'un même modèle et travaillent ensemble pour regarder si elles peuvent le licencier ensemble. Et ça, on peut le faire. Et alors là, ça change complètement la donne. On n'est plus en compétition. En fait, on est en coopération. Parce que c'est qu'en y allant ensemble et en faisant de la coopération, du lobbying commun, des propositions communes, même si les modèles n'ont rien à voir et sont très différents, qu'on va arriver à essayer de faire ça. Super, merci. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là, sinon je vais me faire gronder par l'organisation. C'était très intéressant, on pourrait en parler encore beaucoup. Merci beaucoup pour vos éclairages et voilà, pour avoir passé ce temps avec nous. Merci. Merci beaucoup.